Wow, ils sont beaux ces quarts de finale, non? Ouais, je crois que cette Coupe du Monde nous offre des affiches incroyables. On va donner nos pronostics. Si tu les veux, bah reste un petit peu avec moi, on va en parler ensemble. Pense aussi à t'abonner, si t'en as envie, hein, je vais pas te forcer la main, mais ça pourrait bien m'aider. On va commencer par cette équipe de France contre cette équipe du Maroc. Le Maroc n'a jamais gagné l'équipe de France en 5 confrontations directes. Bon, la dernière, on s'en souvient, Coupe du Monde 2022, la demi-finale, c'est 2-0 pour l'équipe de France, avec quand même certaines difficultés rencontrées par les Bleus. Il y a ce penalty potentiel sur Sofiane Bouffal, vous vous rappelez sûrement. C'est Théo Hernandez, il me semble, qui ouvre la marque, et après c'est Kolo Muani vers la fin du match. Le truc, c'est que ce Maroc-là, c'est pas le Maroc de 2022. Non, il y a une nette progression, une nette amélioration. Qui reste-t-il? Ounahi, Bono dans les cages, Mazraoui et Hakimi étaient déjà les latéraux. Et j'ai vu que El Ranous était déjà là. Bon, c'était pas un titulaire. Je crois pas qu'il ait beaucoup de temps de jeu en 2022. Sinon, tout le reste de l'équipe a changé. Donc, beaucoup de nouveaux gars. Et c'est pas pour leur déplaire parce que je pense qu'on est quand même largement monté en gamme. Ce Maroc a tenu en échec les Pays-Bas, le Brésil. On n'est pas sur les meilleures versions historiques de ces nations, mais bon, bah ça compte pas pour du beurre. On est quand même sur des gros calibres. Le truc du match, l'effet de ce match, c'est déjà, premièrement, l'absence de Saibari. Ouais, ça va coûter cher pour le Maroc. C'est le meilleur buteur de cette sélection sur cette Coupe du Monde. Raimi, en termes de doublure, bon, on est quand même pas... On est sur un 9 pur, d'accord, mais on n'est pas sur le même niveau. On l'a vu déjà sur la dernière CAN. T'avais un souci à ce poste-là en l'absence de Hamza Gaman. C'était entre Raimi et El Kaabi, El Bicyclette que ça se jouait. Sinon, bon, c'était un petit peu léger. Du côté de la France, toujours pas a priori d'Aurélien Tchouaméni. Donc la question qui se pose par rapport au milieu de terrain, Rabiot, Koné, Tchouaméni ne se pose pas vraiment finalement. Là où j'ai un peu plus d'interrogations, c'est sur la potentielle titularisation de Bradley Barcola. Ce sont des compositions probables, c'est pas les officielles. Si c'est le cas, je m'interroge pourquoi. Parce que contre le Paraguay, c'est Barcola qui est titulaire. Je suis déjà pas convaincu par l'idée. Jouer contre un bloc bas, utiliser en titulaire un joueur de projection qui peut prendre le dos de la défense plutôt que Doué qui peut déverrouiller ce cadenas. Bon, d'accord, c'est passé, donc pas de problème. Là pour le coup, j'aurais privilégié De notre côté, Bradley Barcola titulaire. J'étais pas fan de l'idée de le voir titulaire contre le Paraguay parce que bon, c'est un joueur de projection qui prend le dos de la défense. Contre un bloc bas, je saisis pas tant l'utilité, plutôt à l'instar d'un Désiré Doué qui lui peut déverrouiller les blocs. Là, pour ce match-là, contre le Maroc, pourquoi pas? Pourquoi pas Bradley Barcola? Il y aura, je pense, plus d'espace dans le dos de son coéquipier, du coup, Achraf Hakimi. J'ai pas l'impression qu'il y a une équipe qui va vraiment prendre le pas sur l'autre. En 2022, on leur a laissé la possession. Ils avaient le ballon bien 65% du temps. Là, on a deux équipes qui ont le ballon dans la majorité de leurs matchs, mais qui n'en sont pas forcément gaga. C'est pas une obsession. Donc je pense qu'on va se partager le temps de possession. Ça va être à toi, à moi. Ça va rendre le match, je pense, assez dynamique. Je crois pas qu'on ait de possession stérile. Si on se fie à ce qui se passe sur le terrain, pas forcément dans le dernier tiers parce que l'équipe de France aurait l'avantage avec ses individualités, mais sur la construction du jeu, la compréhension entre les joueurs, j'ai l'impression que le Maroc est au-dessus de cette équipe de France, d'où les débats actuellement sur Bouhaddi El Ainaoui, peut-être mieux que Rabiot Koné. Ouais, ok, je comprends le débat, aussi parce que l'équipe est plus fonctionnelle et leur rôle est plus défini peut-être, ou en tout cas a plus d'importance que nos milieux de terrain à nous, qui sont là que pour équilibrer, là où Bouhaddi et El Ainaoui ont un rôle plus de projection, aussi un rôle important défensivement. Bouhaddi, plaque tournante pour distribuer, El Ainaoui qui peut faire le sale boulot également. Cette mini-Espagne là, comme je l'appelle depuis le début de la compétition,
a des atouts pour embêter cette équipe de France. Elle peut, avec ses joueurs tournants là, Ounahi, El Ranous, qui peuvent s'interchanger pendant le match, ça peut un petit peu embêter le côté de Jules Koundé potentiellement. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de victoire facile. Ça n'existe pas. À la fin des fins, je mets l'équipe de France en 90 minutes, c'est dur à dire. J'ai l'impression que nos individualités peuvent nous le permettre. Maintenant, j'imagine qu'on n'ira pas au tir au but non plus. Donc, je me mouille pas sur le en 90 minutes ou en 120 minutes, mais ça n'ira pas au tir au but. Et la France le fera par un seul but d'écart. C'est ce que j'imagine du scénario de ce match en tout cas, et c'est pas pour me déplaire. Demain, 21h, Espagne, Belgique. Où est-ce que ça se joue? C'est à Inglewood. Là, je crois qu'on aura aussi un match très important. Pourquoi déjà? Parce que c'est le potentiel adversaire qu'on rencontrera si le Maroc le fait. Je suis pas conquis autant que je peux le voir sur les réseaux par cette Espagne. J'ai l'impression que le discours général, c'est que cette Espagne a su s'économiser, qu'elle montre pas toutes les cartes de son jeu, qu'elle a des as encore dans la manche. Probablement, moi je considérerais que les as sont Nico Williams, Victor Munoz, qui peuvent faire la différence. On n'en est pas encore là. Baena à gauche, ça se passe pas mal, ça se passe pas bien, peut-être pas suffisamment pour remporter une Coupe du Monde. Et Lamine Yamal, qui est ce facteur X et qui change le destin d'une équipe pourtant si collective, n'a pas encore véritablement lancé son tournoi. Alors, je suis un peu ambivalent sur cette Espagne. Ouais, la maîtrise technique est au-dessus de n'importe quelle autre équipe. Seulement, tant que Lamine Yamal n'est pas celui qu'il peut être, on est sur une Espagne ronronnante qui me fait un petit peu penser à celle de 2022 sous Luis Enrique. Ça monte en puissance parce que c'est mieux sur les dernières sorties que sur les premières. Je suis pas convaincu. Les points forts de cette Espagne, peut-être que c'est ce que je ciblais comme étant un point faible au départ, la défense. C'est vrai que Koubarsi, Laporte, ça fonctionne bien. Surtout Koubarsi, mais l'entente entre les deux est correcte, très correcte même. 0 but encaissé pendant cette Coupe du Monde pour le moment. Donc meilleure défense du tournoi. Marc Cucurella est peut-être l'un des meilleurs latérales gauche de ce tournoi. Ça se jouera avec Mazraoui à la fin, je crois. Ça sera entre les deux. Et Pedro Porro, je l'avais tweeté, il est sur un super tournoi. Pour le coup, pas évident de succéder à Dani Carvajal. Il est sur un tournoi de très haut niveau. Je crois qu'il n'a absolument pas à rougir de ses performances depuis le début. Et ouais, cette défense, c'est le point fort de cette Espagne. Là où le milieu peut être un peu moins impactant, mais c'est peut-être pas la zone d'inquiétude. Dani Olmo me fait très peur. Ce qui va faire les affaires de cette Espagne, c'est qu'il joue contre cette Belgique. Cette Belgique-là, on n'est pas sur la génération dorée, d'accord, mais on y reviendra. Quelle version de la Belgique on aura? Celle des 4 premiers matchs ou celle du 5e match? Bon, là il y a quand même le yin et le yang qui s'opposent. Ça n'a absolument rien à voir. L'équipe a été totalement remodelée. On a sorti Kevin De Bruyne, on a sorti Doku. Ils étaient pourtant insortables. C'était les pierres angulaires de cette équipe. Bon bah, ça se passe mieux sans eux, a priori. Doku en sortie de banc, ça peut être encore plus impactant. Donc, très bonne idée. CDK en pointe, Charles de Ketteler, doublé. Il a un petit peu marqué de son empreinte cette équipe sur cette dernière rencontre face aux USA, 4-1. Leandro Trossard, peut-être le meilleur belge de ce tournoi. Il y a des choses très positives. Onana, je suis pas sûr qu'il soit là. Je vois sur la compo probable il est là, mais je suis pas certain de l'info. En tout cas, Raskin, qui était très utilisé par Garcia, est enfin utilisé. C'était pas le cas forcément en début de compétition. Donc il y a des motifs d'espoir de par ce dernier match, mais est-ce qu'on doit croire cette dernière sortie ou celle d'avant? C'est un peu toute la problématique. Et à l'instar de l'Espagne, là on est sur deux défenses opposées. Il y en a une qui fonctionne bien, l'Espagne, on en a parlé. La défense de la Belgique me fait très peur. Je suis pas convaincu par De Kuyper, que j'aime beaucoup, qui est un très bon joueur à n'en pas douter. Son tournoi n'est pas bon. Mekele Ngoy, c'est peut-être insuffisant aussi pour accéder à une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que ce serait pas léger? Est-ce que Mikel Oyarzabal aura pas de quoi se régaler de la lenteur de Mekele ou alors des inattentions de Ngoy?
J'ai l'impression que Oyarzabal a tout pour marquer un but sur ce match-là. Entre les deux, il pourra se faire une place. Je crois que cette charnière est la moins bonne des 8 charnières restantes. Et Timothy Castagne, à la place de Meunier, si tu dois encore faire des changements à ce poste-là, c'est qui ça convainc pas à 100%. En fait, c'est la seule équipe qui n'a pas encore de 11 fiables, certains à aligner. Tu peux pas te retrouver dans le dernier carré de cette compétition sans ces certitudes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette Belgique peut faire mal à cette Espagne, parce que cette Espagne ne m'a pas impressionné, que cette Espagne est capable de souffrir. Elle souffre bien, mais elle peut se faire embêter. Ces victoires ne sont pas si nettes et limpides. C'est un petit peu en trompe-l'œil pour ma part. Donc, je vois pas l'Espagne écraser la Belgique. Je les vois pas perdre non plus. Donc, sans surprise, je donne l'Espagne. Allez, disons 2-1 pour eux, sans se faire trop peur. Avec pas mal de maîtrise, sans briller. Toujours sans briller, c'est ce que j'ose apercevoir. Maintenant, je vais rajouter un petit mot pour cette Belgique. Ouais, elle me fait pas rêver sur cette Coupe du Monde. Mais maintenant, est-ce que cette histoire de génération dorée n'est pas un plomb dans l'aile de cette nation ? Tu sors de Kevin De Bruyne, Lukaku n'est pas titulaire. Il reste qui ? Courtois de cette génération ? Bon, il est indélogeable. Je crois qu'à l'avenir, tu peux faire encore mieux que la génération dorée. Là, t'es qu'à un match d'atteindre le pic de la génération dorée avec une génération, deux générations qui s'entrechoquent. T'es dans un entre-deux générationnel. Et pour succéder à Courtois, ça sera difficile de faire mieux, mais Mike Penders fait partie des meilleurs espoirs à ce poste. Ça sera difficile de faire mieux en termes d'espoir. Après, t'as Mathias Fernandez Pardo, pas tant utilisé, qui va arriver. Goy, quand il aura réglé ses soucis de concentration, t'as des choses sympas, il y a beaucoup de choses prometteuses. Je crois que la Belgique sera davantage intéressante pour les années à venir. Bon, vous avez mon prono. On va passer au match qui peut-être m'intéresse le plus. Peut-être que c'est votre cas aussi. Dans 2 jours, Norvège-Angleterre, qui se joue à Miami. Est-ce qu'elle est ici la surprise ? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais évidemment que le plus probable, c'est de voir France-Espagne en demi contre Angleterre-Argentine. Est-ce que la Coupe du Monde est aussi prévisible que ça ? Je sais pas, vous avez vu combien de Coupes du Monde dans votre vie ? Vous êtes sûrement plus vieux que moi, donc peut-être plus que moi. Il y en a toujours des surprises. Est-ce que je la vois ici ? On va regarder ça. La Norvège, on est sur, pour le coup, là, cette fois, une vraie génération dorée. La génération 97-98 de la Norvège. On n'en a pas assez parlé, mais 97-98, ça veut dire 27, 28, 29 ans. C'est Ryerson. Là, simplement sur le 11 affiché à l'image. Ryerson, Hager, Lisaker, Egem, Odegaard, Berg et Berge, les 3 milieux de terrain. Donc quasiment toute la défense. 3 défenseurs et les 3 milieux de terrain, c'est issu de la même génération. Là, c'est ce que j'appelle une génération dorée. Une nation qui peut faire peur à l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde. Pour la Norvège, c'est pas inné. Donc, c'est les termes que j'emploie. Cette équipe fait peur. On est sur du jeu très direct. Bon, on l'a vu, hein. Haaland peut se cacher pendant 90 minutes et ressurgir sur le crâne de Gabriel, l'un des tout meilleurs défenseurs centrales au monde actuellement. On a aussi le choc entre les 2 meilleures équipes sur coup de pied arrêté du tournoi. L'Angleterre, c'est dans son ADN historique et on le voit en Première Ligue cette saison. La Norvège, l'équipe la plus grande en taille du tournoi. Ouais, ces 2 équipes-là, je pense qu'on peut donner ce pronostic-là de un but de la tête sera inscrit dans le tournoi, dans ce match. Pas forcément de la tête, un but sur coup de pied arrêté. Ouais, je pense que c'est prenable. Malgré tout, l'Angleterre est quand même beaucoup plus équilibrée. Là où le bas blesse défensivement pour la Norvège, il n'y a pas photo du côté de l'Angleterre. O'Reilly, Guéhi, Konsa. Je suis en train de voir là sur l'équipe proposée. Konsa, latéral droit. Je suis pas sûr qu'il soit disponible non plus. Et j'ai vu des compositions où c'est Ezri Konsa qui serait à droite en tant que latéral droit
Et je pense que ça peut être le match dans le match, la clé du match, le duel. Ezri Konsa, s'il est aligné à droite, face à Antonio Nusa. Ouais, peut-être que si la Norvège parvient à des grandes choses, ça sera ce qu'il faudra regarder en premier. Ça sera par ce biais-là. L'Angleterre de son côté, ses paires d'ailiers sont pas clairement définis, mais j'ai là où on pouvait donner Rashford, Saka très facilement de par l'historique de ces joueurs. Non, aujourd'hui je mettrais Gordon, Madueke sans broncher, et les deux autres je les fais rentrer un peu plus tard dans le match, ça fait des super jokers. Aujourd'hui, tu as deux ailiers, le match de Gordon contre le Mexique était bon, Madueke est assez virevoltant. Je peinerai pas à les mettre. Cette Angleterre a une force de caractère immense. Gagner le Mexique, ce Mexique-là, à l'Azteca, dans ce scénario, avec un carton rouge, l'esprit de groupe est dingue. C'est un esprit de groupe niveau champion du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les doutes qu'on pouvait avoir, c'est le niveau de Jordan Pickford. Bon bah, son dernier match a effacé toute lueur de défaitisme. J'ai encore un doute sur une séance de tir au but. Peut-être que Nyland est un meilleur shot stopper de tir au but que Jordan Pickford. Donc mon prono va être le suivant. Si la Norvège emmène l'Angleterre au tir au but, c'est la Norvège qui passe. Cette Angleterre que je vois moi championne du monde avant même le début du tournoi peut se faire sortir si tir au but il y a. Autrement, j'imagine qu'il n'y a que sous ce format-là, que sous ce scénario-là, que la Norvège peut le faire. En 90 minutes ou en 120 minutes, avantage Angleterre, et c'est sur ça que je pars 3-2 dans un nouveau match explosif après la rencontre face au Mexique. Après ce Mexique-Angleterre dingue, après ce Norvège-Brésil dingue, bah, on a deux équipes dingues qui se rencontrent. C'est Haaland contre Kane. Que voulez-vous d'autre ? Je pense que on peut assister à l'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde. Il y en a déjà facilement 5, 6 qui peuvent se tirer la bourre, qui se serrent les coudes pour ce titre honorifique. Mais ouais, ce match-là, 23h, c'est dommage qu'il ne soit pas en prime time. Ça va, ça aurait pu être la nuit. Mais 23h, c'est un chouï tard. Et en parlant de match de nuit, le seul qui le sera de ces quarts de finale, c'est Argentine-Suisse, 3h du matin. Pas sûr de le voir en direct. Ça sera de la rediffusion. Clairement, le sujet de ce match... Oh, je me suis trompé dans l'affichage. Ça, c'est dommage. De mémoire, la compo probable suisse, ça pourrait être Mbolo en 9. Et la ligne de 3 derrière lui, Rieder, Ruben Vargas, Dan N'Doye. Je pense que c'est ça, étant donné que le sujet, c'est clairement Joan Manzambi. C'est Joan Manzambi qui emmène la Suisse ici. Seulement, il n'était pas là contre la Colombie. La Colombie était censée être nette supérieure. Maintenant, la Suisse l'a fait. Sans Joan Manzambi, elle a trouvé peut-être une force défensive au-delà de ce à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce que, contre l'Argentine, l'absence de Manzambi peut suffire ? C'est quand même difficile, ça me paraît compliqué. Seulement, l'Égypte peut se faire peur. Et elle s'est faite peur contre le Cap-Vert, inférieur à la Suisse, et l'Égypte, inférieure à la Suisse. Même si cette Égypte a fait un bon tournoi, m'a impressionné. Bon, la Suisse est une meilleure nation, je pense, aujourd'hui. Tandis que la Suisse, eux, ont renversé l'ogre colombien, qui faisait peur un petit peu tout le monde, sans son meilleur joueur, tout simplement. Son meilleur joueur offensif, en tout cas. Donc, je crois pas qu'on aura un match avec beaucoup d'écart, encore une fois. Ça sera serré, ça se jouera au bout. Parce que cette Argentine peut se faire transpercer par des ailiers virevoltants. Je pense à Ruben Vargas. Je pense que ça peut être lui la clé du match. J'ai l'impression que les latéraux, du coup, là en l'occurrence Molina, peut se faire prendre, que ce soit par N'Doye ou par Vargas, selon qui sera à gauche. Cette Suisse n'est pas évidente à manœuvrer. Il y aura moins de marge de manœuvre que contre les autres équipes pour l'Argentine. Messi et encore Messi.
Mais que dire finalement? Dites-moi vous votre pronostic sur ce match. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a forcément un sujet, on va l'évoquer très rapidement. C'est pas notre préoccupation sur cette chaîne, sur l'arbitrage. Est-ce que cette Argentine est favorisée, d'après vous? Est-ce que vous pensez que peu importe ce qui se passera, l'Argentine aura un avantage dans ce match, démarrera le match à 1-0? Je pense qu'à la fin, cette Argentine trébuche. Cette Argentine ne parvient pas à le faire dans le temps réglementaire, ni en 120 minutes, et ça se règle au tir au but. Et là, on a un peu un choc au sommet, parce que ce sont deux nations qui, au tir au but, ont des choses à faire valoir. Ok, c'est plus Sommer au cage, mais Kobel est pas trop mal dans l'exercice, mais je crois que le joker tir au but, ils l'ont pas encore utilisé les Argentins, et ils s'en sortent encore une fois. Ils s'en sortent in extremis parce que Dibu Martinez est l'un des meilleurs dans l'exercice. Les joueurs argentins dans le tir aussi. Faut peut-être pas faire tirer Messi. J'ai jamais vu un si bon joueur être si mauvais dans l'exercice. Mais l'Argentine le fait au tir au but. C'est le fond de ma pensée. Et je pense que ça a de bonnes chances de se produire. Si vous devez partir sur un truc, peut-être que le match nul peut être facilement réalisable. On part là-dessus. Ça fait que on n'a pas de surprise, de mon point de vue. France-Espagne en demi, Angleterre-Argentine de l'autre. Je pense que les surprises sont terminées pour cette Coupe du Monde. Dès lors qu'on aura passé ce tour-là, tout le monde peut évidemment battre tout le monde sans surprise. Mais on va s'en rester là. Pas de surprise pour l'écart. Et je crois que je le souhaite, contrairement à d'autres. J'ai vu pas mal de discours allant dans le sens d'une potentielle surprise qui ferait plaisir. Je serais content de voir la Norvège, que j'avais placé moi en demi-finale de Coupe du Monde, donc ça serait un prono qui se réalise. Mais j'ai surtout donné l'Angleterre vainqueur à la fin, donc je préférerais voir l'Angleterre passer. Voilà. On se retrouve très très vite pour les pronos des demi-finales, et je vous souhaite de bons matchs. Bye.